Bonjour, donc mon nom est Jean-Paul Michon, je suis l'auteur de la théorie du double zodiaque et je voulais faire cette vidéo pour répondre à la demande de certains astrologues, peut-être un plus large public, de savoir d'où est venue cette théorie du double zodiaque, comment elle est née. Donc, je vais vous raconter un petit peu mon parcours personnel parce que il a un impact direct sur effectivement la naissance de ce double zodiaque. Donc, moi, je suis un Français d'origine et je suis né dans le Poitou, à côté de Poitiers. Et mes parents étaient maraîchers. Et quand j'étais petit, mes parents avaient une vie très difficile, c'était après la guerre. Et donc, ils nous malmenaient pas mal. Je dirais quand ça correspond à ce qu'on appelle une famille dysfonctionnelle. Mes parents étaient violents, mon père était violent, ma mère en rajoutait. Et donc, comme enfant, tout petit, mon seul désir était de plaire et de tout faire pour être le meilleur, de réussir à la perfection pour éviter que la colère de mes parents. Donc, tout petit, il nous amenait à travailler dans la, quand dirais-je, dans la propriété. Mon père, tout petit, m'a appris tous les métiers de la construction. J'ai commencé par apprendre la forge, à forger mes propres outils, à construire des murs en pierre, à apprendre le bois, le travail du plâtre, etc. Et donc, l'objectif, c'était effectivement d'être parfait dans tout ce que j'entreprenais pour éviter la colère des parents. Et donc, avec l'âge, la scolarisation, quand je suis arrivé à l'école, j'ai eu au secondaire une vie un petit peu difficile parce que mes parents avaient aucune considération pour les études et donc quand on revenait à la maison, il n'était pas question de faire des devoirs, quoi que ce soit, on devait juste se mettre au travail pour venir leur donner un petit coup de main. Mon père avait eu des enfants d'ailleurs juste pour avoir des coups de main dans son travail de maraîcher. Et donc, je m'en tirais avec des très mauvaises notes à l'école, dernier de la classe, toute catégorie. Et il a fallu, comment dirais-je, la protection divine d'une femme qui s'appelait Madame Lanceman, qui était ma prof d'anglais et qui avait comme rôle d'être professeur principal de ma classe. C'est-à-dire que la professeure principale, c'est elle qui juge de l'évolution de carrière de l'enfant à travers les années. Et donc elle jugeait que j'étais assez intelligent et qu'il ne fallait pas tenir compte de mes notes pour me passer d'une année à l'autre. Alors, heureusement que cette femme a été là, parce qu'autrement, aujourd'hui, j'aurais fait aucune étude. Et mes parents étaient expropriés, donc en 1967, on a déménagé dans la région de Nantes. Et donc après le secondaire, j'ai été inscrit dans pour préparer un BEP en électronique. Et donc cette école était à 17 km de chez mes parents. Mes parents habitaient au sud de Nantes et l'école était au nord de Nantes. Et Nantes est une ville très pluvieuse, en Bretagne, le temps est maussade en permanence. Et moi, je devais faire tous les jours 17 km aller dans une ville où il y a une grande circulation. C'est une ville de 500 000 habitants à peu près. Et donc, je trouvais ça un petit peu infernal avec mes 42 heures de cours par semaine. Donc, je suis allé voir le directeur de l'école et j'ai demandé si je ne pouvais pas être interne. Parce que pour moi, l'internat, c'était une façon de m'éviter de faire ces allers-retours et puis de pouvoir effectivement faire mes devoirs. Et donc j'ai demandé au directeur effectivement de faire le nécessaire auprès de mes parents et surtout de ne pas leur dire que c'est moi qui avais demandé parce que je risquais gros si mes parents apprenaient ça.
Et pour moi, ça a été un grand changement dans mon existence parce que j'étais enfin dans un univers où on nous encourageait à faire les devoirs plutôt que nous l'interdire. Et donc, très rapidement, je suis passé de dernier de la classe à premier de la classe, toute matière confondue. Je me souviens que la plus mauvaise note que j'avais, c'était 17 sur 20 en français. Le reste, je plafonnais carrément dans toutes les matières. Et donc, je passais à travers cette formation en BEP d'électronique et j'étais tellement bon à la fin que les professeurs ont absolument voulu que je continue. Ils auraient aimé que je suive une section d'électronique dans un autre lycée, mais l'autre lycée n'acceptait pas les gens qui venaient de ce lycée-là. Il y avait quelques petites tensions à l'époque. Et donc, ils ont décidé de me garder dans la même structure scolaire pour faire un bac qui s'appelait F3 à l'époque, qui était un bac électrotechnique, électricité industrielle, automatisme. Et donc là, moi, j'ai été comme un véritable poisson dans l'eau. J'avais énormément de facilité pour apprendre j'étais un petit peu surdoué dans les matières, dans la mesure où, dans une épreuve de 4 heures, moi, je revenais avec des résultats 15 minutes après. Et d'ailleurs, le prof n'était pas content parce que je ne respectais pas toujours les processus de création d'automates qu'il avait enseigné. Et je me souviens dans une épreuve justement de 4 heures où j'étais revenu avec des résultats 15 minutes après, et il regarde ça, puis il me dit non, non, ça peut pas marcher, ton schéma n'est pas assez sophistiqué. Il dit tous les ingénieurs qui ont travaillé en France sur ce même projet-là sont arrivés à quelque chose de beaucoup plus sophistiqué, ça peut pas marcher. Et donc moi, il m'a conseillé de retourner à ma place, et au lieu de retourner à ma place, je vais dans la salle des automates, et je programme, je simule donc les plans que j'avais faits pour automatiser une fraiseuse, et puis ça a marché. Et donc en fin de compte, ce processus-là, d'avoir énormément d'intuition, d'être dans la création de plans d'automation, de toutes sortes d'affaires, c'est resté. Et quand je suis allé travailler dans l'industrie après, c'était complètement foudroyant le travail que je faisais. Je me souviens d'avoir travaillé dans une usine d'Isorel à côté de Paris, où on m'avait demandé de dépanner. Et puis, en 1 heure et demie, j'ai réglé des problèmes que des ingénieurs n'avaient pas réussi à passer à travers pendant 1 an. Et de fil en aiguille, j'ai fini par finir par me faire mal voir dans toutes les entreprises où je suis travaillé parce que on n'aime pas les gens brillants. Et puis, à la limite, ça dérange les autres employés, les autres électriciens, etc. Et moi, je finissais souvent par quitter les entreprises parce que j'aimais pas l'atmosphère qui régnait là-dedans. Et j'ai même travaillé dans une entreprise d'aéronautique dans la banlieue de Châtellerault, où j'avais été recruté pour m'occuper du simulateur des produits qui étaient fabriqués dans cette usine d'aéronautique. Et je me souviens donc, très peu de temps après que j'arrive pour m'occuper de ce simulateur de vol, je découvre que le simulateur, il simule rien du tout. Donc je vais voir l'ingénieur en chef pour lui dire, ben, il ne marche pas votre appareil. Puis là, il me dit, ben, toi qui es malin, fais donc le nécessaire pour qu'il fonctionne. Donc je me souviens toujours, je suis allé dans ma voiture, aller chercher la boîte à outils dans le coffre, et puis j'ai réparé le simulateur. Et moi, j'étais vraiment tout content parce que quelqu'un qui fait bien son travail, quelqu'un qui honore la raison pour laquelle il est employé, on devrait d'habitude le remercier, le récompenser et être heureux de sa présence dans l'entreprise. Eh bien non, moi je perds ma place. Parce que, en fin de compte, l'ingénieur, il a compris que tout le matériel qui avait été envoyé et qui était installé sur les aéronefs, comme on les appelait à l'époque, c'est-à-dire les Concorde, Airbus et compagnie, eh bien, tout le matériel qui était sorti de cette usine-là n'était pas conforme, c'est-à-dire qu'il ne respectait pas le cahier des charges d'avoir été contrôlé en fin de fabrication. Donc l'ingénieur risquait de perdre sa job. L'entreprise risquait de perdre des marchés dans les relations avec comme sous-traitants, etc.
Donc j'ai fini par, c'est un copain d'ailleurs qui m'a conseillé d'aller faire des études de psychologie, parce qu'il me dit, toi, tu t'intéresses beaucoup à l'être humain, et je te verrais mieux faire des études de psychologie. Donc je trouve ça le fun, je vais faire des études de psychologie, et puis d'ailleurs à la fin des études de psycho, je me retrouve à faire des stages dans l'hôpital psychiatrique de la Chênaie à Chailles, dans la région de Blois. Et lors de ces stages, il y avait une antenne de l'école d'architecture de Paris, l'école spéciale d'architecture de Paris qui était là. Et moi qui avais le goût de faire l'école d'architecture à l'époque, je vais parler avec les professeurs et je leur explique mes origines et mes formations dans le domaine électronique et électricité industrielle. Et ils me proposent, ils me disent, mais ça serait vraiment intéressant si tu pouvais encadrer une équipe de patients de l'hôpital qui ont des origines dans le domaine d'électricité électronique industrielle, pour les encadrer, pour les amener à avoir des activités. Et donc, le professeur à qui j'avais parlé dit, moi je vais parler pour toi auprès du directeur de l'hôpital et puis de voir qu'est-ce qu'on peut faire. Donc je me rencontre avec le directeur de l'hôpital qui trouve très intéressant. Il me propose donc un poste d'ergothérapeute. Et moi, je dis oui, c'est bien gentil, mais comme j'avais ce salaire dans le domaine de l'industrie, j'aimerais bien avoir le même salaire en travaillant pour vous. Le directeur accepte, je commence mon travail, tout va bien, j'ai des patients avec moi, j'ai tout ce qu'il faut, je les occupe et tout, à tel point que moins d'un mois après être arrivé, les psychiatres viennent me voir pour me dire, ben, tu guéris les malades, les patients n'ont plus, on n'a plus rien à faire avec eux, ils sont guéris. Et donc, moi je trouve ça formidable de guérir les malades, surtout quand on est thérapeute. Le problème, c'est que très rapidement, les autres psychologues et autres thérapeutes de l'hôpital ont vu ça d'un très mauvais œil. D'abord parce que j'avais un salaire qui dépassait de l'heure, puis après, le fait que je guérissais les malades, ils n'aimaient pas ça, parce qu'ils ne guérissaient personne. Donc j'ai commencé à avoir des ennuis, du sabotage dans tout ce que je faisais, au point que je finis par abandonner. Et donc c'est pendant ces études d'architecture que je me suis intéressé de la psychologie à la parapsychologie, que j'ai commencé à découvrir l'astrologie. Et donc à cette époque-là, on disait que l'astrologie n'était pas sérieuse. Et puis moi je disais, mais comme je faisais une licence en psychologie expérimentale à Poitiers, je me disais, on pourrait appliquer les mêmes techniques statistiques d'observation avec l'astrologie qu'on fait dans le domaine de la psychologie. Et au moment où j'émettais ces hypothèses de recherche pour l'astrologie, il y avait à Paris un astrologue, Michel Gauquelin, qui avait fait ses études, un doctorat à la Sorbonne à Paris, et qui avait fait donc tout ce travail de recherche avec des quantités d'échantillons dans différentes professions, etc., et qui en avait déduit que l'astrologie fonctionnait. De fil en aiguille, après la psycho, moi j'ai décidé de faire des études d'architecture parce que j'étais très bon dessinateur. Et j'avais toujours rêvé, d'ailleurs mon prof de dessin quand j'étais au primaire ou au secondaire me disait que je devrais faire des études d'architecture parce que j'aime dessiner les bâtiments, etc., et les natures mortes. Je fais l'école d'architecture et donc pendant l'école d'architecture, je me retrouve à aller travailler dans différentes cabinets d'architectes pour faire ce qu'on appelle des charrettes, à donner un coup de main aux architectes pour finir des concours et des affaires comme ça. Et là encore, ça se passe pas trop bien parce que moi, dès que j'arrive sur place, je regarde les plans, je vois tout de suite ce qui était mal dessiné, mal compris, les poutres qui correspondent, qui tombent en plein milieu d'un salon, etc. Et je vais tout de suite, comment dirais-je, en parler au gars qui m'a recruté. Et puis, en fait, je soulève ce que j'appellerais comment dirais-je, des situations qui sont intenables pour le bureau d'architecte parce qu'ils devaient remettre les planches dans les 2-3 jours qui suivaient et il était impossible de tout refaire. Donc là encore, je perds ma place. Donc en fait, j'ai compris avec le temps que d'être brillant, d'être compétent, c'est pas toujours bien vu dans toutes les professions qu'on peut faire ou dans toutes les professions que j'ai pu exercer. Donc après
après, donc, quand je travaillais encore, moi, je n'avais aucune bourse ni rien du tout, donc j'étais obligé de travailler. J'ai commencé à me marier, à avoir des enfants, etc. Et donc, j'étais obligé de travailler dans un bureau d'architecte tout en finissant mes études. Et donc, je me souviens d'un bureau d'architecte euh, en Ardèche. J'avais déménagé en Ardèche après mon mariage. Et j'étais inscrit à l'école d'architecture de Grenoble pour me spécialiser en architecture solaire. Et je travaillais dans un bureau à Privas. Le, le patron, l'architecte patron de l'entreprise, trouve que je dessine très bien. Puis il me demande, là encore, de refaire les plans des autres employés du bureau. Là, je dis non, ça marche pas cette affaire-là. Je dis je veux pas me mettre tout le monde à dos, moi. Et de fil en aiguille, dans le même bureau, donc le patron finit par me confier les dossiers de conception de maison pour des clients. Puis moi, je finis par lui dire que c'est très difficile qu'il soit l'intermédiaire entre moi et les clients, parce que je dis je ne comprenais pas obligatoirement bien les besoins, j'avais besoin les besoins des clients, j'avais besoin de leur poser des questions. Et donc, il accepte que je rencontre les clients, puis de fil en aiguille, les clients sont tellement satisfaits qu'ils ne veulent plus le voir lui. Et le patron finit par me mettre dehors, parce qu'il a eu peur que je lui prenne effectivement tous ses clients, que moi, j'avais aucune mauvaise intention là-dedans. Je finis par perdre ma job, en tout cas. Après ça, je me retrouve comme architecte à mon compte. Puis là, les choses ont pris toute une autre tournure parce que j'ai découvert que dans le domaine de la construction en France, si un maire te donne un bâtiment à faire, eh bien, il faut que tu inclues dans le coût des travaux que tu vas faire pour lui, des rénovations pour sa propre maison. Puis moi, je suis très mal à l'aise avec ça. Les entreprises, c'était la même affaire. À tel point que moi, ils ont fini par comprendre que moi, j'embarquais pas dans toutes ces espèces de magouilles, de dessous de table, de toutes sortes d'affaires qu'il y avait pour les bureaux privés. Et donc, ça finit par se savoir, et donc, les contrats se sont terminés, l'argent ne rentrait plus, donc j'ai fini par décider de passer des concours pour entrer dans la fonction publique. C'est là que je me suis retrouvé donc à Saint-Claude, dans le Jura, comme architecte responsable des travaux publics de la ville de Saint-Claude. Puis là, alors là, j'étais content parce que je dis au moins je vais avoir un salaire, je vais pouvoir nourrir mes enfants, avoir une vie normale, etc. Puis là, je me suis retrouvé dans un environnement encore pire que quand j'étais architecte dans le privé. Les magouilles qu'il peut y avoir dans les municipalités, c'est mur à mur. Et donc, moi, j'étais fatigué de tout ça, à tel point que je finissais par faire que des consultations astrologiques au lieu de faire mon travail d'architecte. Et c'est là que j'ai décidé de tourner la page et puis de venir habiter au Canada et en août 1987, puis de faire que de l'astrologie. Donc c'est comme ça que je me suis retrouvé à Montréal en 1987. D'ailleurs, j'ai une belle photo à vous montrer. Ici. Alors on va aller voir ça. Tiens, voilà. Voilà. Donc j'arrive à Montréal en 1987, je suis dans mon bureau, j'ai 36 ans, un poster d'Einstein, un poster d'Annie Noro, et puis un ordinateur de l'époque, et puis je fais des consultations astrologiques, un bel éphéméride ici d'Orveas à l'époque. Et donc, je suis content, tout va bien. Je fais des cours, j'ai des consultations, je fais des salons, tout va bien. Et je rencontre un monsieur qui a joué un rôle important dans ma vie, donc en relation avec ce double zodiaque. C'est Lionel Chaillet. Et donc, on va essayer, voilà. Lionel Chaillet, donc ça c'est sa page web. Il est décédé il y a quelques années, mais son site web est resté encore active. Et donc, la rencontre avec Lionel Chaillet, ça a représenté quelque chose de très important pour moi, parce que quand j'ai rencontré cet homme-là, il m'a demandé tout de suite c'était quoi mon signe, mon ascendant. Et donc, moi j'ai dit je suis Gémeaux, ascendant Bélier. Puis il m'a dit non, ça marche pas, t'es pas du tout ascendant Bélier, t'es ascendant Poisson. Il utilisait la chirologie il avait développé une expertise
en chirologie, parce qu'au Québec, on ne connaissait pas toujours les heures de naissance, donc il avait trouvé le truc, lui, avec les mains, la morphologie des mains, tout ça, pour retrouver l'heure de naissance, donc il était sûr de son coup. Et puis, alors, ce qui s'est passé, c'est que pour moi, j'ai trouvé ça formidable, parce que je me sentais ascendant poisson. Euh, pour moi, la compassion, aller aider les gens qui souffrent. Euh, Quand j'avais fait mon service militaire, je me suis retrouvé infirmier, je guérissais les malades, je voyais les plaies qui guérissaient très très vite avec mon intervention. J'ai toujours été dans cette espèce de besoin d'aider le monde. Je me souviens quand j'avais 16 ans, je m'occupais de ma grand-mère. À 16 ans, d'habitude, quand on est ascendant bélier, ben, on va courir les filles, on a une belle bagnole et puis on veut faire toutes sortes d'activités. Non, moi, mon activité, c'était d'aller aider le monde. Donc ma grand-mère qui a 90 ans, je faisais sa toilette, j'allais lui faire les ongles des pieds, je lui occupais de son bien-être, je lui apportais son petit déjeuner, etc. Donc ça, c'était moi, l'ascendant poisson. Et donc à tel point que quand je suis rentré chez moi, parce que mon bureau d'astrologue était proche de celui de Lionel Chaillet, euh, j'ai tout simplement changé mon heure de naissance pour devenir ascendant poisson, puis bon, je me suis même pas posé d'autres questions. J'étais bien content avec ça. Et jusqu'au jour où, en consultation, je reçois un Français. En France, on connaît tous notre heure de naissance avec précision, depuis Napoléon. Et donc, lui, il est Gémeaux ascendant Bélier. Ah, le hasard fait bien les choses. Et là, je lui pose des questions. Je lui dis, mais est-ce que tu ne serais pas comme moi, quelqu'un rempli de compassion, avec beaucoup d'empathie pour les gens, très, très, toujours prêt à rendre service, etc. Et puis, là, il me répond, ben, c'est exactement moi. Alors là, je me suis dit, mais il y a un problème. Parce que je me retrouvais devant une espèce de dilemme. Est-ce que je vais changer l'heure de naissance de tous les ascendants béliers que je rencontre? C'est quelque chose qui ne marche pas. Puis j'ai allumé très vite pour comprendre qu'en fait, il suffisait de changer dans le zodiaque sidéral. Donc il y a deux zodiaques. Le zodiaque tropical, qui est ce qu'on appelle un zodiaque saisonnier, qui dépend de la position de la Terre en relation avec la Terre, et le zodiaque sidéral qui tient compte des constellations avec précession des équinoxes et tout ça. Donc il y a toujours eu deux zodiaques. Donc d'ailleurs, à travers le monde, il y a des grands courants astrologiques. Il y a les sidéralistes d'un bord, puis les tropicalistes de l'autre. Et c'est des gens qui ne se fréquentent pas, qui ne se parlent pas. Et moi, d'un seul coup, je comprends que le zodiaque sidéral fonctionne, puis je ne me pose pas plus de questions que ça. Moi, je ne suis pas quelqu'un de doctrinaire qui doit suivre obligatoirement les courants astrologiques. Je n'en ai rien à foutre. Je vais travailler en sidéral. Ça correspond, ça fonctionne bien. D'ailleurs, toutes mes relations avec les clients et toutes les analyses de cartes du ciel que j'ai fait par la suite sont très très bien fonctionnées. Donc tout le monde est satisfait. Je ne vois pas pourquoi je n'aurais pas continué à travailler en sidéral. Jusqu'au jour où je commence à me poser des questions sur la raison d'être de ces deux zodiaques. Je dis d'un bord, je suis ascendant, je suis en tropical ascendant bélier, puis de l'autre côté, je suis ascendant poisson en sidéral. Je dis d'un côté on a Mars, de l'autre côté on a Neptune, comme deux planètes qui viennent gérer la carte du ciel, parce que l'ascendant il a une planète qui gouverne la carte du ciel. Donc j'ai dit il y a un problème avec ces deux planètes-là. Et l'idée m'est venue grâce au logiciel d'astrologie dont je disposais à l'époque, de faire une recherche. Il y avait une fonction statistique dans le logiciel d'Auréas, où on pouvait donc rechercher des cartes du ciel. Il y avait des tonnes de cartes du ciel de toutes sortes de professions, toutes sortes d'origines, etc. dans les fichiers, et de lancer une recherche sur les relations angulaires entre Mars et Neptune dans les cartes du ciel. Et là, je découvre donc quelqu'un qui est ascendant poisson et qui a une opposition entre Mars et Neptune. C'est-à-dire l'opposition, c'est une sorte de bombe ambulante là, entre Mars et Neptune. Et ce monsieur-là, donc j'ai sa carte ici, donc ça c'est ma carte en ascendant bélier en tropical.
Ici, donc ça c'est une carte du ciel que j'ai dessinée en 1989, à l'époque où j'étais dans ce fameux quartier où j'avais été invité pour des revues d'astrologie à écrire des articles. Et donc voilà la carte de Robert Badinter à l'époque. Donc on retrouve ici Neptune et là Mars, et donc ils font un aspect de 180 degrés pour quelqu'un qui est ascendant bélier, poisson sidéral. Donc on a une superposition ici des deux zodiaques. Et donc c'est là qu'a commencé les premiers balbutiements du double zodiaque, parce que je me suis rendu compte que les deux zodiaques, donc ici avec Mars et Neptune, il y avait quelque chose à comprendre à travers ça. Alors pour ceux qui ne connaissent pas Robert Badinter, il avait été, quand François Mitterrand avait été élu en 1981, il l'avait choisi comme son ministre de la Justice. Et Robert Badinter avait, le premier projet de loi qu'il a déposé, ça a été pour abolir la peine de mort. Ce monsieur-là s'est battu toute sa vie contre les injustices qu'il peut y avoir en relation avec cette condamnation à mort. C'est que pour lui, couper la tête à quelqu'un, c'était faire un acte irréversible. C'est-à-dire si il y a des erreurs judiciaires au niveau de la peine de mort, eh bien, et puis que la peine est exécutée, ben, il n'y a plus grand-chose à faire. Et donc devant ces injustices-là, Robert Badinter s'est battu, mais vraiment comme un lion. On peut le voir d'ailleurs dans des vidéos sur YouTube. Il suffit de taper Robert Badinter pour le voir à la tribune du Parlement en France, là, face à l'hémicycle, et avec toute la véhémence qu'il avait pour essayer de passer son projet de loi. Donc je venais d'avoir avec la carte de Robert Badinter une preuve qui allait m'encourager à continuer à essayer d'y voir clair et de comprendre ce qui se passait donc entre ces deux zodiaques-là. Et donc une des autres choses que j'ai commencé à faire, une fois que j'ai découvert, d'ailleurs, on peut revenir une seconde sur la carte de Robert Badinter, c'est que j'avais la problématique, c'est que Neptune, c'est une planète très lente, et Mars est une planète très rapide. Et donc j'ai vite compris que la planète Neptune, pour avoir une relation, c'est-à-dire une espèce de complicité, de partenariat entre ces deux planètes, j'ai compris qu'il fallait que la planète Mars fasse un écho à Neptune dans chaque signe. Donc il fallait qu'il y ait une espèce d'aspect équivalent pour envoyer le même type de message à la superposition bélier poisson sidéral. Et c'est comme ça que je me suis dit, il y a tout un travail à comprendre dans ces notions d'aspect, de relation angulaire entre les deux planètes. Et c'est pour ça que j'ai commencé à lire tout ce qu'il peut y avoir comme livre sur les aspects planétaires. Et donc le livre que j'ai retenu, c'est le livre de Bill Tierney, La dynamique des aspects astrologiques, aux éditions du Rocher. Et donc ce livre, il a été écrit en 75 la première fois, 85 la deuxième version, c'est la deuxième version que j'ai là. Et donc Bill Tierney, il a fait une espèce de réflexion globale sur qu'est-ce que pouvaient être les aspects d'une façon générale. Parce que les aspects, le principe des aspects même, ça correspond à la division du zodiaque en morceaux, en parties. Donc si on prend l'opposition, c'est la division en deux. Si on prend l'aspect de 90, c'est la division en quatre. Mais lui, il a émis justement avec les lois de Kepler toutes sortes d'hypothèses sur tous les types de divisions qu'il peut y avoir du zodiaque, donc ce qu'on appelle les quintiles, division par 5, le septile, la division par 7, le novile, la division par 9. Et pour moi, quand les planètes se faisaient écho comme ça, deux par deux, dans la carte du ciel, je me disais, il doit y avoir un écho de toute cette stratégie d'aspect à travers l'ensemble du zodiaque. Et donc, c'est un petit peu ce que j'ai sorti de la lecture de ce livre-là, et j'en ai déduit donc un tableau.
ici qu'on appelle, que j'appelais le tableau de la hiérarchie des aspects. Donc dans tous les secteurs de la carte du ciel, on a donc la possibilité d'avoir des relations angulaires avec les aspects majeurs et énergétiques que j'ai colorés en jaune, qui sont comme dit, je dis des aspects énergétiques, c'est des aspects qui vont amplifier la relation entre les deux planètes, qui les dynamise. Donc dans la superposition, on a d'un seul coup quelque chose qui bouge très fort. Les aspects que j'ai appelés anti-énergétiques au départ, qui sont des aspects de blocage, que j'ai colorés en bleu, ben ça c'est l'inverse. C'est comme si l'énergie passait pas entre la partie sidérale et la partie tropicale de l'aspect, etc. Les septiles, je les ai appelés des aspects de mission parce que Bill Tierney, dans son livre, il explique que le chiffre 7, il y a une espèce de dimension spirituelle, et que si on trouve des aspects de septi dans une carte du ciel, c'est comme si quelqu'un avait été envoyé par le grand divin pour accomplir quelque chose sur Terre. Donc il y avait un aspect de mission derrière ça. Les aspects de le quintile, la division par 5 de la carte du ciel, donc ça fait 5 fois 72 degrés, puis avec les sous-multiples. Le 5, c'est le chiffre de la créativité, du talent, du don. Et donc je me disais, les gens qui ont des aspects de quintile avec les sous-multiples, qu'on découvre dans cette colonne-là, eh bien, il doit avoir des talents. Et donc, c'est intéressant de découvrir les talents dans une carte du ciel, parce que pour moi, ça représente un petit peu la boîte à outils de la personne, de savoir si elle a des talents dans tel et tel domaine. Et l'intérêt, d'ailleurs, de cette notion de talent, c'est que, surtout en consultation, c'est de bien expliquer aux gens qu'est-ce que ça représente pour eux. Je me souviendrai toujours, d'ailleurs, d'un des premiers clients, quand j'ai découvert mes aspects-là, de lui avoir dit qu'il avait des talents pour écrire dans sa carte du ciel. Puis le gars, il me répond, non, je n'ai pas de talent pour écrire. Et puis là, je laisse aller la consultation, puis là, je repose la question une deuxième façon. J'ai dit au Québec, là, j'ai dit, quand vous voyez à l'automne des arbres, les érables changer de couleur et tout ça, j'ai dit, ça vous donne pas le goût d'écrire, c'est d'exprimer tout ce que vous ressentez en relation avec ce changement de paysage. Et puis là, il me répond, il n'y a rien là. Moi, je peux écrire 100 pages là-dessus, il n'y a rien là. Donc pour lui, le rien là, ça voulait dire qu'il n'était pas conscient que c'était un talent. Mais écrire 100 pages comme ça, en claquant des doigts, pour moi, c'était un talent. Et donc, j'ai compris cette notion de talent, ben, les gens n'étaient pas obligatoirement conscients de ce que ça représentait. Et donc, les aspects de Noville, le Noville, c'est la division par 9. Le 9, c'est la maison 9, c'est la recherche, c'est le questionnement, c'est trouver des solutions, c'est remettre en cause les choses, c'est ce qui permet l'évolution. Voilà au niveau des aspects. Et donc, c'est ça, on retrouve encore la carte de Robert Badinter, là. Et donc, on découvre que tous ces aspects, en fin de compte, vont piloter chaque superposition. Et donc, on découvrira plus tard que la couleur va jouer un rôle là-dedans. Alors, une des choses que j'ai créées, donc, c'est ce tableau-là. Quand j'ai découvert qu'il y avait tous ces aspects, je me suis dit, c'est un cafouillis total, il n'y a pas moyen d'y retrouver comme une aiguille dans une botte de foin, c'est infernal, et il est très important d'avoir un espèce d'esprit comptable là, pour faire le bilan de qu'est-ce qu'on a, qu'est-ce qu'on n'a pas. Donc j'ai créé une sorte de tableur avec des familles des aspects ici. Hein, donc on a énergétique, blocage, mission, talent et recherche. Et donc pour une carte du ciel comme celle-là, qui est ascendant Lion par exemple, qui est ascendant Vierge, Lion, sidéral, et bien pour chaque signe, chaque planète, on va balayer tous les aspects pour savoir si on a des aspects. Donc énergétique, blocage, on a un plus, on a un moins, ça fait le bilan ici, l'aspect de mission, etc. Puis on a un total à la fin, donc qui nous permet de faire de quantifier d'une façon rigoureuse tout le contenu des cartes du ciel. Donc ça a obligé de revoir toute cette notion d'ordre, c'est-à-dire de l'effet de l'aspect, il va de tel degré à tel degré. Donc tout ça, ça a été reconsidéré, et c'est pour ça qu'on est obligé de travailler avec des ordres extrêmement serrés. Et on est arrivé donc avec un système que j'utilise depuis plus de 30 ans. Chaque client ressort avec sa grille d'aspect. Et donc, de cette grille-là, alors,
voilà. Il est important que je vous parle de ça aussi, parce que l'autre grille, on en parlera après. Donc, pour ces histoires de maisons, de domification, parce qu'en astrologie, l'astrologie traditionnelle utilise un système de domification qui s'appelle Placidus, et la plupart des astrologues travaillent avec le système de Placidus sans savoir pourquoi, ni d'où ça vient, ni qui l'a choisi. En fait, la véritable raison, c'est que c'était les seules tables qui étaient imprimées au 19e siècle, puis tout le monde a continué à travailler avec sans se poser de questions. Sauf qu'avec le double zodiaque, et donc on se rend compte, d'ailleurs on peut reprendre la carte de Badinter, on se rend compte que si on utilise des signes, parce que le système Placidus fait qu'on a des signes interceptés, donc il arrive à un moment donné où il n'y a pas de pointe de maison dans un signe. Et donc ce qui fait, comme à chaque maison pour le double zodiaque, on a 2 planètes, si un tire un signe intercepté, on se retrouve d'un seul coup avec 4 planètes. Non, on ne sait plus quoi faire avec. Donc c'est absolument indispensable d'avoir un système de domification qui respecte la trame des signes, c'est-à-dire un système de domification de 30 degrés. Et c'est là que, comment dirais-je, Maurice Nouvel, ici Maurice Nouvel, il a proposé un système de domification qui est un système de maison égale avec la pointe de la maison 1 au milieu de la maison. C'est-à-dire que la pointe de la maison, c'est le point le plus fort dans le domaine, dans l'effet de la maison. Et donc il y a une espèce de courbe de Gauss dont la pointe est au sommet. Et ce qui fait que toutes les maisons sont égales. Donc lui, il explique tout ça dans ce livre-là. Et donc l'autre aspect des maisons, c'était donc le contenu des maisons. Parce qu'en astrologie traditionnelle, on a des espèces de mots clés qui font que on ne sait pas trop quoi faire avec. Et donc, Stephen Forrest, il a eu l'idée, il y a eu une réflexion très intelligente sur les maisons, où il a découvert qu'il y avait une espèce de suite logique à travers les maisons, l'impact de la maison 1 sur la maison 2, sur la maison 3, etc. Et toute cette réflexion sur les maisons qu'il a écrit dans son livre qui s'appelle L'astrologie, le ciel intérieur, là encore aux éditions du Rocher, ça m'a plu parce qu'il y avait exactement le même philosophie avec le double zodiaque. Donc ça a collé comme si... comme s'il n'y avait pas d'autre choix. Voilà pour les maisons. Et donc, je vous ai parlé de Lionel Chaillet, puis tout l'impact qu'il y a eu par la suite, l'histoire de trouver que les 2 zodiaques fonctionnaient, etc. Et donc, il y a après, donc dans les fins des années 80, une autre découverte en astrologie, c'est un astrologue américain qui s'appelle Atteman, qui a exploité donc des affirmations d'astrologues américains. Il faut savoir que il s'agit donc des progressions logarithmiques, comme il dit, une révolution dans la compréhension des patterns astrologiques. Pendant la Première Guerre mondiale, le ministère de la Guerre en France avait demandé à un monsieur qui s'appelle Lecomte de Nouilly de faire des recherches sur la façon dont les plaies guérissaient au niveau des soldats blessés à la guerre. Parce qu'ils soupçonnaient que des soldats faisaient en sorte que leurs plaies ne guérissent pas pour ne pas retourner au front. Donc le comte de Nouilly, on lui a demandé de faire une expertise pour trouver des réponses sur les temps de guérison des plaies. Et il a découvert une équation qui est une équation logarithmique qui fait le parallèle entre une plaie et le temps de guérison en fonction de l'âge de la personne. Il a d'ailleurs, donc après la guerre, il s'est retrouvé à New York, à l'Institut Rockefeller, et là il s'est mis à écrire un livre sur ses recherches, un livre qui s'appelle Le temps et la vie. Et les astrologues américains ont eu l'idée de superposer cette équation logarithmique avec la carte du ciel. Donc l'âge, ils ont transformé ça en nombre de lunes,
Et donc ils ont pris le logarithme du nombre de lunes et ils ont superposé ça à la carte du ciel. Et donc ça a donné un outil extrêmement intéressant. Et donc la raison pour laquelle ça a eu du mal à, à être connu par les astrologues, c'est que, comme on dit, progression logarithmique, c'est des calculs très sophistiqués. Donc moi, quand j'ai découvert ça, à Montréal, avec un autre astrologue, on s'amusait à faire des calculs avec une petite calculette, là, mais j'ai très vite compris que c'était pas très pratique dans les consultations de faire un véritable travail sérieux en faisant sur tous ces calculs logarithmiques à la mitaine. Donc j'ai décidé de faire un programme. J'essaye de m'en sortir avec... voilà. J'ai fait un programme informatique sur les calculettes programmables qui permettait donc de faire toutes les combinaisons de calculs en relation avec avec les progressions logarithmiques. Et j'ai découvert plein de choses avec ça. J'ai découvert que c'était d'abord un outil extrêmement intéressant parce que les progressions logarithmiques, donc à partir de la naissance, font que ça avance très vite quand on est jeune, puis ça ralentit avec l'âge, etc. Mais j'ai découvert, moi, c'est qu'en fonction de l'âge des gens, les gens pouvaient vivre à des âges différents des événements dans leur vie. Et j'ai utilisé donc j'ai utilisé voilà, on retrouve la carte de Badinter. Par exemple, quand on passe d'un signe à l'autre, il y a comme une espèce de basculement qui se passe dans la vie de la personne. Et donc, ça peut être un mariage, ça peut être un décès important, ça peut être un déménagement, toutes sortes d'affaires. Et donc, il suffit de trouver une date qui correspond à un basculement entre deux signes, de rentrer les données dans la calculatrice et il nous ressort l'heure de naissance. Et donc ces progressions logarithmiques d'Ateman sont maintenant sont disponibles dans le logiciel d'Aureas. Il faut savoir une petite nuance que moi j'ai mise là-dedans, c'est qu'Ateman il utilisait les progressions de la Lune, du cycle lunaire, et moi j'ai découvert que c'était plutôt les progressions des phases de la Lune. Alors ça donne une petite différence qui finit être importante avec le temps, mais en tout cas c'est ça, je n'ai pas voulu m'en vanter, mais les deux solutions se retrouvent dans le logiciel. Alors voilà. Donc une fois que après que je sois arrivé en 1987 et toute mon expérience et les découvertes que j'ai faites sur le double zodiaque pendant toutes ces années-là, m'ont amené donc à une problématique dans ma vie familiale, c'est que j'ai divorcé et donc c'est là que j'ai pensé que avec toutes ces histoires de difficultés de vie familiale, que j'allais peut-être abandonner la profession d'astrologue. Donc je me suis dit, ça serait le temps d'écrire un livre, parce que je me disais, je peux pas, toutes les découvertes que j'ai faites, je peux pas, faut pas qu'elles tombent dans l'oubli. Et d'ailleurs, les clients dont beaucoup connaissaient l'astrologie, qui me voyaient aller avec mon double zodiaque, disaient il faut absolument que tu écrives un livre là-dessus, parce que si tu meurs demain, là, il faut que tu laisses des traces avec tout ça. Donc c'est comme ça que j'ai écrit ce premier bouquin au début des années 2000. Et c'est ça. Donc cette photo, je suis dans une conférence là au CNDF, donc c'est dans la région de Québec, et je présente, comment dirais-je, des cartes du ciel avec des colorations comme ça. Et j'ai eu l'idée d'envoyer ces photos à Francis Anthony, donc le concepteur de logiciels chez Aureas. Et lui m'a répondu en me disant que ces couleurs, on peut les programmer. Et donc c'est là que ça a représenté un moment important dans ma vie d'astrologue, parce que le fait de colorier les cartes et de les programmer dans le logiciel faisait que
le temps qu'on passait à colorier les cartes, c'est du temps perdu en termes de réflexion, etc. Donc quand on a eu les, les cartes en couleur, ça a été comme une espèce d'accélérateur dans la compréhension des cartes. Il n'y avait plus besoin d'aller fouiller dans les chiffres, les tableaux pour trouver les couleurs. Ce voilà. Tableau, c'est celui qu'on a vu précédemment. Il est actualisé un petit peu avec des couleurs et tout ça, ce qui fait qu'il est rendu beaucoup plus agréable. Et donc, ce qui est important de savoir, c'est qu'à partir de ce tableau-là, j'ai conçu ce deuxième tableau-là, qui s'appelle le tableau des aspects de maison à maison, en abréviation j'appelle le TDM. Et alors, l'intérêt de ce tableau-là, c'est exactement les mêmes données que dans l'autre tableau, mais présentées d'une façon différente. C'est un tableau à double entrée. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il permet de voir la juxtaposition des couleurs. Et donc, par exemple, ici, dans la carte de Barack Obama, au niveau de l'ascendant, qui est Verseau, Capricorne, Sidéral, on découvre que pour la partie sidérale, en relation avec la maison 8, on a un aspect rouge, et que dans la partie tropicale, en relation avec la maison 8, on a encore un aspect rouge. Donc quand on a deux cases en diagonale comme ça, on découvre qu'il se passe quelque chose dans la carte. Donc chaque fois qu'il y a des dispositions en diagonale comme ça, avec des couleurs identiques, on découvre que c'est important. Et donc cette dimension-là, c'est ce que j'ai appelé une dimension karmique, c'est-à-dire que c'est pour ça que j'ai fait ce tableau-là, où on retrouve les fameuses deux cases colorées en rouge dans la carte d'Obama. Et donc, si le sidéral est rouge, par exemple, et que le tropical en bas est rouge aussi, ce qui est donc explicité par ça, eh bien, on a un aspect que j'appelle une interaction couleur qui nous parle de karma. Et donc ça a été programmé récemment dans le logiciel d'Aureas par Francis Santoni. Et on découvre donc au niveau de l'ascendant et de la maison 8, cette barre qui est rouge ici, qui correspond exactement donc à ce qu'on voit dans le... Pardon, je n'ai pas appuyé sur la bonne touche. Qu'on voit ici dans ce tableau-là. Ça correspond à la représentation graphique de ces deux cases ici, où le sidéral et le tropical ont la même couleur en termes de famille d'aspects. Et donc, on voit dans la carte d'Obama, entre autres, que ici, maison 8, c'est le pouvoir, la maison 1, c'est toutes les actions, et donc le fait d'être rouge ici, comme c'est un aspect de talent, on s'aperçoit que le rouge, c'est un peu un aspect de pompier, d'urgence. Et donc, tout ce qui touche la notion de pouvoir, quand il s'agit de prendre des décisions, etc., on a vu Obama à l'œuvre là-dessus. Voilà, donc on découvre en même temps que chaque superposition donc, est coloriée en fonction des relations angulaires. Donc ici on voit qu'on a un aspect de 30 degrés, demi-sextile entre Vénus et Mercure. Et donc la superposition taureau-gémeaux est colorée en jaune. Et la superposition 9 vierge-balance aussi, colorée en jaune, etc. C'est valable pour tous les aspects. Pour terminer, j'aimerais parler un petit peu du logiciel d'astrologie. Le logiciel d'astrologie d'Aureas, avec lequel je travaille, est extraordinaire parce qu'il est plein de potentiel. On a vu d'ailleurs que c'est avec celui-là que je faisais des recherches statistiques. Et donc, ce qui est intéressant, c'est que d'un seul clic, vous voyez, ça c'est une carte en astrologie traditionnelle, d'un seul clic ici, on peut changer la carte du ciel. D'un seul clic, on est capable d'aller voir tout ce qu'on veut. Et donc, c'est pour ça que moi je voulais vous parler de ça, justement. J'ai réuni ici quelques cartes du ciel pour vous parler de la façon dont fonctionne la superposition. La superposition ici Bélier-Poisson, elle est pilotée par ces deux planètes-là. Donc on a vu que la superposition Bélier-Poisson, c'était une façon de manifester notre compassion dans la matière par l'action. Ici, on voit ici donc quand on a affaire à la conjonction,
on a un maximum d'énergie, on est en phase avec notre dimension spirituelle et nos actions pour faire un véritable travail pour atténuer la souffrance des gens en général. Et on connaît Simone Veil qui a passé entre autres qui a été ministre en France et qui a passé une loi pour permettre l'avortement en France, etc. Ici on a, pardon, c'est là que ça se passe, une autre carte. Leonardo DiCaprio. Et donc on voit que, quelle que soit la position de Mars dans le zodiaque, ici on a un aspect de 30 degrés, eh bien on va colorier la superposition. Ici donc Boucardiouf, donc un humoriste africain qui vit au Québec, et donc il a ici un aspect de sextile, encore la planète Neptune et Mars qui se promènent, et on a toujours notre coloration jaune ici. Huguette Hirsig, donc une astrologue québécoise qui est d'origine suisse d'ailleurs et qui est décédée maintenant. Un carré ici entre Neptune et Mars qui va encore colorer en jaune ici, etc. Juliette Binoche, la fameuse actrice française qui a tourné dans le film Chocolat, qui est adorable, un trigone Neptune-Mars, donc toujours cette superposition. Gandhi, ici, Neptune en Poisson, un quintile avec, pas un quintile, un quinconce avec Mars qui va colorier encore en jaune ici, etc. Alors la carte de Robert Badinter, l'opposition qui va colorer en jaune. On est dans la série des aspects énergétiques. La deuxième série d'aspects, qui sont les aspects de blocage, ça c'est la carte de Johnny Hallyday. On a un aspect de blocage entre Neptune et Mars qui fait la coloration en bleu. Et quand une planète est dans la coloration en bleu, entre autres ici avec l'aspect de blocage, c'est comme si la dimension spirituelle de l'individu, c'est comme si il avait l'impression de ne pas être capable de se manifester dans la matière. C'est comme si il vivait une espèce de frustration de ne pas pouvoir s'exprimer ou de prendre position dans la matière. Et donc, c'est intéressant dans la carte de Johnny Hallyday, parce que quand on le voit sur scène, ou quand on a des films sur lui, des vidéos, on voit qu'il se met dans une colère monstre, pour arriver à exprimer ses sentiments, le je t'aime, etc. C'est quelque chose qui parle de ça, c'est-à-dire quelqu'un qui est dans une espèce de frustration profonde de ne pas pouvoir exprimer ses sentiments, donc ils ne peuvent sortir que par la colère. Alors j'ai trouvé ça intéressant de présenter la carte de Johnny pour parler du principe des aspects colorants en bleu qui représentent un espèce de blocage entre les deux niveaux. Donc c'est ça. La carte d'Alice Miller, donc une psychiatre allemande, je pense, que j'aime beaucoup, qui, elle, c'est un aspect de talent entre Neptune et Mars, et c'est une femme qui a fait beaucoup comme psychiatre pour prendre la défense des enfants, et donc elle était dans une espèce de lutte permanente là, pour trouver des solutions pour les enfants malmenés. Saint-Exupéry avec un aspect vert, alors on connaît Saint-Exupéry. Pasteur, alors ça c'est intéressant parce que Louis Pasteur, donc on voit encore que les planètes ici peuvent être n'importe où dans la carte. On a un aspect ici de 20 degrés entre les deux planètes et ça vient colorier en mauve ici. Le mauve est un aspect de recherche, donc on imagine bien Pasteur dans sa démarche de compassion pour trouver des solutions pour guérir les malades en général. Donc on a affaire à cet aspect de recherche ici. Et je pense qu'on revient ici à la carte de Simone Veil. Alors le gros intérêt évidemment de ce logiciel, c'est que effectivement on peut passer les cartes rapidement les unes après les autres. Donc on voit toutes les superpositions, etc. Et l'intérêt aussi, c'est que, vous voyez, à l'intérieur, il y a les aspects ici,
Mais on peut, ici, avec un onglet, aller chercher des interactions. Donc on voit l'outil que ça représente d'avoir ces interactions qui sont en relation directe avec le tableau ici, qui est le tableau des aspects, hein, etc. Voilà, donc je voulais vous parler de la, la découverte et la construction de cette astrologie du double zodiaque. Parce que je sais que ça fait jaser pas mal d'astrologues qui ne comprennent pas d'où c'est sorti, comment ça en est venu là. Mais en fin de compte, ben, ça fait partie de ce que j'appellerais des nouveautés. Alors, le problème est juste de savoir si on est favorable à des nouveautés, des nouvelles façons de travailler. Il faut savoir que j'ai pris le temps de décrire chaque superposition en fonction de la couleur dans mon dernier livre, que ce soit les signes, que ce soit les maisons, et donc il suffit de prendre une carte comme ça et d'aller chercher dans le livre et on a directement l'analyse de la maison et de la superposition. Donc ça fait que ça devient un outil extrêmement facile à utiliser. Et j'ai remarqué que moins les gens connaissent l'astrologie, plus ils ont de facilité à utiliser cette méthode-là. Alors, s'il y en a qui veulent me contacter, me poser des questions, et j'ai laissé mes coordonnées pour qu'on puisse me trouver facilement. Alors, bonne découverte.